Monsieur Moreau, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Égalité et Réconciliation. Je remercie également la section Île-de-France d'avoir pu organiser ce petit entretien. Je pense que pour notre public, il est inutile de vous présenter. Vous faites des analyses politico-stratégiques depuis plus d'un an et demi sur le conflit actuel entre la Russie et l'Ukraine. Ma première petite question sera concernant votre dédicace hier à la librairie Vincent, qui a rencontré un succès, on peut dire, inespéré, puisqu'il y avait foule. Pouvez-vous rapidement m'en parler ? Déjà, je remercie la librairie Vincent parce qu'ils ont organisé ça au débeauté. En fait, ils ont vu que j'étais arrivé parce que j'ai donné une interview à Mike Borowitz le vendredi, donc qui était mise en ligne, et donc j'ai reçu un moment, ah tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas un créneau pour faire une dédicace? Ils m'ont proposé un créneau, je dis ok, mais comme rien n'était prévu, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde, et c'est vrai que là j'ai été impressionné. Alors je sais qu'ils ont eu beaucoup de menaces, je crois qu'ils en ont jamais eu autant, alors que pourtant c'est un sujet qui concerne pas aussi directement à la France que d'autres. Mais ça s'est très bien passé, les gens ont été admirables, faisant la queue en plein soleil, voilà. On avait tout un cordon de CRS, mais qui n'était pas venu pour moi, mais comme ça a évité les excès, les dérapages. Et non, ça s'est très bien passé. Merci encore à la librairie Vincent. Oui, il faut saluer toute leur organisation, effectivement, qui était tout s'est goupillé en peu de temps, et effectivement, pour avoir reçu quelques photos, effectivement, c'était un franc succès. Monsieur Moreau, du coup, je ne vais pas forcément parler de votre livre, ni de l'actualité politique, ni rien. Je renvoie bien entendu tous les auditeurs vers vos vidéos qui sont très régulières et dont la qualité n'est plus approuvée. Nous allons parler de toute autre chose. Ma première question sera sur l'arrivée des monnaies numériques en Russie. Dans l'un de vos bulletins, justement, vous étiez très enthousiaste à cette idée. Alors que contrairement la France, ou plutôt les Français, sont très inquiets, puisqu'en fait ça va créer beaucoup de suspicions éventuellement, notamment dans la disparition de ce qu'on peut appeler la monnaie papier, et éventuellement vers même plus de contrôle, le contrôle des transactions personnelles, etc. Et en fait, vous n'aviez pas du tout cette idée. Pouvez-vous un petit peu développer, parce que en France, on craint cette disparition de liberté avec l'arrivée justement de ces monnaies numériques. En fait, la monnaie, le rouble numérique ne remplacera pas ni le cash, ni le rouble numérique, parce qu'en fait, les monnaies numériques, elles existent déjà. L'argent que vous avez sur votre compte en banque, c'est l'argent numérique, en fait, il n'existe nulle part. C'est une ligne dans un programme. Et donc, c'est pas du tout une monnaie qui est développée pour fonctionner à l'intérieur de la Russie. Aujourd'hui, tout fonctionne normalement. Et d'ailleurs, ça a été dit il n'y a pas longtemps par le directeur adjoint de la Banque centrale, je ne sais plus son nom, qu'en fait, il ne s'agissait pas de remplacer ni ce qui existe déjà du point de vue numérique, c'est-à-dire en gros la carte MIR, qui est l'équivalent de la carte Visa Mastercard russe, et le cash. Donc, il n'en est pas question. En revanche, c'est une monnaie qui doit permettre de faire du commerce à l'international. Et alors, on ne sait pas exactement ce que ça va donner. Je pense qu'on le saura sans doute la semaine prochaine au Forum économique de Saint-Pétersbourg, puisque là, je pense qu'il va y avoir des annonces, puisque déjà il y a un an, au Forum économique de Saint-Pétersbourg, German Gref expliquait que la Sberbank, dont il est le président, qui est la première banque dont la moitié de l'actionnariat c'est l'État, développait son propre système de transfert numérique. Et en fait, le rouble numérique répond à une nécessité de passer outre les sanctions et d'accélérer les transferts à l'international. Donc vous allez avoir un yuan numérique, ou un renminbi numérique, vous allez avoir un rouble numérique, vous aurez un roupie numérique, un réal numérique, et je pense que tout ça pourra être échangé sur des places de marché virtuelles, et ça vous permettra de faire du commerce international sans utiliser le SWIFT, sans utiliser le dollar, sans utiliser l'euro. C'est ça le sens du rouble numérique, et c'est pour ça que je suis très enthousiaste, parce que moi je travaille avec l'Asie, et je dois dire que la fermeture du SWIFT pour les banques russes a été, grâce aux cryptos, on a réussi à s'en sortir, mais ça a été quelque chose de compliqué, et je pense que d'ailleurs le rouble numérique ne sera
qu'un des instruments mis en place technologiquement pour permettre les transferts internationaux. L'utilisation de la blockchain également a été évoquée également par la Banque centrale, par le ministère des Finances. Vladimir Poutine lui-même en a parlé. Aujourd'hui, la technologie nous permet de dépasser la censure et de continuer à commercer sans que Bruno Le Maire puisse nous en empêcher. D'accord, donc en fait c'est une forme finalement d'émancipation du système SWIFT, etc. qui en fait soumet la Russie tout simplement à l'Empire américain. Exactement. Exactement. Donc ce sont des technologies qui au contraire bien utilisées permettront de ne pas en dépendre. D'accord. Donc oui, parce que finalement, beaucoup de gens s'imaginaient ça comme une privation de liberté, un peu comme... Non, c'est un projet qui vise les échanges internationaux. Oui, et non pas à l'intérieur de la... Non. Oui, parce que même en France, je pense qu'il sera assez difficile de supprimer le cash complètement, vu les sommes folles que nos ministres touchent en liquide et qu'on retrouve de temps en temps à l'actualité de BFM. J'ai une autre question également qui concerne l'actualité récente. On a récemment appris que le ministère de la Justice russe a interdit Greenpeace. Donc c'était le 29 mai dernier. Et connaissez-vous les raisons de cette interdiction ? Oui, elles sont officielles. C'est en fait, les Russes ont liquidé la plupart des ONG occidentales qui exerçaient en Russie, surtout celles qui, sous prétexte, par exemple, de promouvoir tel ou tel combat qui, en principe, peut paraître légitime, en fait, faisaient de la politique. Et c'est ce qui est reproché à Greenpeace. C'est-à-dire que Greenpeace subsiste encore parce que c'est censé être une ONG qui protège l'écologie. L'écologie en Russie, c'est extrêmement important. Vladimir Poutine est le premier à aller sauver les tigres de Sibérie, développer le commerce dans l'Arctique, mais pas au prix de l'écologie. Et surtout à faire en sorte que bien les émissions de gaz carboniques qui peuvent nuire à la santé des gens, imposer des filtres dans les usines, etc. Donc la question écologique est très importante en Russie, et les Russes y tiennent aussi. Mais en revanche, Greenpeace a utilisé ça évidemment pour promouvoir des idées politiques qui sont hostiles à la Russie, pas seulement au parti de Vladimir Poutine, mais à la Russie. Et donc ils ont été liquidés, et je dirais presque enfin. Enfin, écoutez, de toute façon, nous savons que pas mal d'ONG agissent ou outrepassent les droits qui leur sont octroyés pour agir sur des territoires comme la Russie, alors qu'ils dépendent ouvertement d'autres gouvernements. Et c'est aussi une façon, je pense, pour le pays de s'affirmer. Mais en fait, on a vu ça également avec l'association Mémorial. En soi, Mémorial, c'est bien, c'est pour la mémoire des victimes, des persécutions, etc. Ce que les Russes ne nient pas. La période bolchevique a eu des moments extrêmement sombres. Il y a des monuments à Moscou, en plein centre, qui le montrent. Il y a un énorme monument près de... Pour ceux qui connaissent... Svetnoï Boulevard, bon, c'est pas certain, mais qui commémore les persécutions par les bolcheviks de la population russe. Il y a une rue Alexandre Solzhenitsyn, donc c'est pas du tout un sujet tabou, mais Mémorial utilisait ça pour en plus, et pour à côté de ça, non seulement s'en prendre donc au pouvoir politique russe actuel, mais aussi tenter de culpabiliser la population russe comme nous on nous a culpabilisés après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est ça qu'ils n'ont pas réussi de faire. C'est pour ça que le problème des régimes occidentaux, en gros de l'État profond américain, c'est que ce qu'ils ont réussi à faire, et de l'intelligentsia, ce qu'ils ont réussi à faire en France, parce qu'on avait perdu la guerre en 40, parce qu'il y a eu la collaboration, parce que, etc., c'est pas des périodes glorieuses, ils ont réussi à tenir ça pour nous humilier, nous faire oublier nos 1500 ans d'histoire glorieuse, et résumer l'histoire de France à la collaboration. Et la défaite de 40. En Russie, ça n'a pas été possible, déjà parce que les Russes ils ont gagné la guerre, quel qu'en soit le prix, et deuxièmement parce que, on les a vu venir avec leurs gros sabots. Mais le but de Mémorial, c'était ça, c'est dire, regardez les crimes du bolchevique, en fait, c'est la propagande polonaise que vous pouvez entendre, en fait, tous les Russes sont des bolcheviques, ils pensent qu'à massacrer les gens, etc., etc. Et ça, c'était la fonction réelle de Mémorial, c'était ça, de faire culpabiliser la totalité de la population russe sur les crimes qui ont été commis
par les bolcheviks, dont peu étaient russes en réalité. Passons à un tout autre sujet. Avez-vous suivi les événements entre la Serbie et le Kosovo? Oui, alors j'ai pas encore une analyse très claire d'où ça vient, parce que si c'est les Albanais, je pense que les Albanais sont inquiets de voir l'OTAN battue en Ukraine. Ils se disent, et je pense que là ils ont raison, que ça peut remettre en cause, on va dire, tout ce qu'a fait l'OTAN depuis 1992. Vous pensez qu'une guerre est possible dans les Balkans, plutôt qu'une de nouveau une guerre, je pense pas, parce que en 99, l'OTAN était en bien meilleure forme qu'aujourd'hui, et en plus ils n'avaient pas à se taper l'armée russe en Ukraine. Ils n'ont pas osé affronter l'armée serbe, parce que les Serbes, c'est des bons soldats, et surtout quand ils sont chez eux, c'est très dur de rentrer. Les Allemands en ont bavé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc après 78 jours de bombardement, ils n'ont pas osé envers la Serbie. C'est pour ça qu'il y a eu les accords de Rambouillet, qui sont une concession à Milosevic. Il faut bien se souvenir de ça. Militairement, la Serbie a gagné la guerre. Simplement, ce qu'ils ont fait pour faire tomber Milosevic et soumettre la Serbie, c'est des sanctions économiques terribles. Et je pense que c'est plutôt ça, le danger, c'est ça. C'est-à-dire que si les Albanais vraiment s'en prennent aux Serbes du Kosovo, dans ce cas, l'armée serbe va intervenir. Elle va mettre une tôle à l'armée albano-kosovare de Tanian, je ne sais pas trop quoi. Et donc, ce sera le prétexte qui sera utilisé par Washington pour imposer à l'Union européenne de prendre des sanctions contre la Serbie. C'est ce que c'est Vučić. Et donc, il essaie de temporiser. La Serbie doit tenir jusqu'à la victoire de la Russie en Ukraine. Après, je pense que les choses vont prendre une autre tournure du point de vue économique, du point de vue militaire. Ce ne sera plus du tout la même chose. Donc c'est vrai que les Albanais du Kosovo, parce qu'en fait le Kosovar ça n'existe pas, c'est les Albanais, ont un court laps de temps avant la victoire, du point de vue historique. Hein. Enfin, je ne sais pas combien de temps ils ont exactement, mais ils sentent le danger arriver et ils ont raison. Ils ont raison de... Mais en même temps, ce qu'ils font est idiot, parce qu'ils n'ont pas les moyens de tenir face à l'armée serbe, ça c'est clair. Je vous propose encore de passer à un autre sujet, ce qu'on appelle les BRICS. Est-ce que vous pourriez, ma question va rejoindre un peu la première, revenir sur le projet de monnaie, d'un projet, on va dire, unique au sein de ces pays du BRICS, puisqu'il a été évoqué finalement d'essayer d'avoir un peu peut-être sous format numérique ou pas, mais une monnaie unique. Alors, c'est pas vraiment une monnaie unique, c'est une monnaie commune, parce que les Russes n'abandonneront pas le rouble, les Chinois n'abandonneront pas le yuan. C'est les 5 R, hein, réal, roupie, rouble, renminbi et rand. Donc monnaie sud-africaine. Donc, en fait, ce qu'il y a plusieurs solutions. Déjà, honnêtement, il y a déjà une monnaie commune, c'est le yuan, c'est la monnaie chinoise, puisque notamment vous parlez de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a déclaré il y a 6 mois qu'elle était prête à vendre son pétrole en yuan, ce qui a été une espèce de séisme. Voilà. Entre ça et la baisse de production de pétrole, ce qui a permis à l'économie russe de gagner encore plus d'argent, ça c'était un des chocs pour Washington. Donc le yuan, des pays, le Pakistan a annoncé qu'il voulait commercer en yuan. Alors, ça pose des problèmes pour des pays comme l'Inde, par exemple, parce que c'est des rivales géopolitiques de la Chine, mais globalement, ce que ça démontre aussi, c'est que les Russes, eux, ils préfèrent utiliser le yuan parce qu'eux, ils achètent beaucoup en Chine. Donc ils veulent une monnaie avec laquelle ils pourront acheter quelque chose. Donc vous avez déjà de facto une monnaie des BRICS, à mon avis, c'est le yuan. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, ils peuvent créer une monnaie un peu comme ce que voulait faire à une époque le FMI, ce qu'on appelait les DTS, les droits de tirage spéciaux, c'est-à-dire un panier de devises. Chaque pays amène sa monnaie et à partir de là, on fait une moyenne. Mais ça, c'est plus compliqué à mettre en place. Mais je pense qu'on finira par y arriver. Sauf si, encore une fois, le yuan, finalement, on se dit, après tout, c'est la première économie mondiale. Quand on a du yuan, on est sûr qu'on peut acheter quelque chose avec. Donc, à mon avis, dans une première étape, ce sera le yuan, la monnaie des BRICS. Oui, les cartes sont rebattues pour tout le monde, y compris pour les États-Unis, avec ce qui arrive. D'ailleurs, les États-Unis, qui eux sont tout un pays, on va dire, beaucoup plus unis, avec des standards beaucoup plus lissés, est-ce que vous pensez que cette alliance-là, entre tous ces pays complètement différents, ça me fait penser un petit peu à l'Europe, où on a essayé d'associer
la Roumanie avec la France, alors que finalement, pour ceux qui ont eu la chance un petit peu de voyager en Europe depuis, se voit que les standards sont complètement différents. Est-ce que vous pensez que cette alliance des BRICS est viable? Oui, parce que ce n'est pas une alliance politique du tout. C'est pour faire du commerce. Moi, je pense que c'est... d'ailleurs, il y a une banque. La grande réalisation des BRICS, en fait, c'est la banque des BRICS, hein, qui est apparue en 2014, je crois, qui finance des projets à l'international. Et en fait, c'est une alliance pour faciliter le commerce international. C'est très chinois, d'ailleurs. C'est comme les routes de la soie. C'est pas un projet ni diplomatique ni militaire. C'est un projet du ministère de l'économie. Donc, c'est ce que j'avais dit, ça rappelait Montesquieu, le doux commerce. Et donc le but, c'est de faciliter les échanges pour qu'il y ait une espèce de marché mondial qui va permettre aux gens de vendre ce qu'ils produisent et d'acheter aux autres voilà, sans les contraintes et sans passer, même si ce n'est pas dit officiellement, par les fourches codines du dollar ou du SWIFT, ce dont on parlait au début de l'entretien. Donc voilà, c'est avant tout une volonté de se développer en commun, d'investir, de créer de nouvelles routes commerciales. J'ai parlé des routes de la soie, mais il y a d'autres axes, puisque notamment l'Iran est candidate aux BRICS, c'est l'axe Volga, mer Caspienne, mer d'Arabie. Voilà, tout ça veut se développer et tout ça se fera en dehors de l'Occident, en fait. C'est ça qui est étonnant. Oui, on voit clairement que des nouveaux acteurs émergent. D'ailleurs, tout simplement... on parlait récemment de l'Arabie Saoudite, enfin vous l'aviez évoqué également, qui voulait intégrer les BRICS, alors que pourtant elle a des alliances centenaires avec les États-Unis, au travers du pacte de Quincy et autres. Et pourtant, on voit peut-être je dirais pas un désintérêt, mais que, comme je l'ai dit auparavant, que peut-être les cartes sont rebattues et qu'on voit de nouvelles alliances émerger, et notamment cet exemple de l'Arabie Saoudite, pour moi, est évocateur de nouvelles superpuissances et de futures alliances qui vont émerger, qui vont sans doute concurrencer, déjà dans un premier temps, l'hégémonie de l'Amérique et qui sait, peut-être prendre le pouvoir demain avec la Chine comme acteur numéro 1. Je pense que ce qui a beaucoup changé, c'est qu'avant le marché de l'énergie, le marché du pétrole, c'était un marché de consommateurs. C'est-à-dire qu'en gros, c'est les consommateurs qui décidaient à qui ils achetaient, combien ils achetaient. Il y a eu plusieurs chocs, parce qu'on a appelé les chocs pétroliers, donc le premier c'était en 1973. Et là, je pense qu'on est passé avec l'augmentation de la population mondiale, l'augmentation des puissances industrielles, le basculement vers l'Asie, on est passé dans un monde où c'est le marché pétrolier désormais un marché de vendeurs. C'est les vendeurs qui décident combien ils vont vous vendre le pétrole. Donc ça a donné beaucoup plus de poids à l'Arabie Saoudite, ça en donne plus à la Russie notamment. Et je pense que l'Arabie Saoudite est fatiguée d'être une espèce de vassal. Et encore une fois, c'est pas toujours le mot vassal n'est pas forcément adapté parce que c'est censé qu'il y ait du respect entre le suzerain et son vassal et dans les deux sens, ce qui n'est pas forcément le cas avec les États esclaves comme la France ou l'Allemagne ou avec les États-Unis, et même avec l'Arabie Saoudite. Et je pense que notamment il y a l'influence d'un homme, l'homme fort maintenant, MBS, Mohamed Ben Salman, qui lui a de grands projets, veut sortir de la dépendance pétrolière, veut construire une ville géante, un projet pharaonique qu'il a confié aux Chinois. Et ils n'ont pas envie d'être menacés en permanence. Je pense aussi qu'il ne faut pas oublier que pendant la campagne présidentielle, Joe Biden avait menacé MBS suite à l'assassinat de Khashoggi, en disant que c'était un État voyou, que c'était un voyou, etc. Évidemment, une fois élu, il s'est rendu en Arabie Saoudite. Ça s'est très très mal passé, parce que MBS il a eu l'armée à sa place. Et donc c'est un moyen clair, vous avez cité le cas du yuan, on en a déjà parlé, de montrer que l'Arabie Saoudite ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Et c'est l'Arabie Saoudite, mais c'est également les Émirats Arabes Unis, qui sont devenus une plateforme de contournement des sanctions pour la Russie, à qui des menaces ont été faites et qui sans contrebalance. Enfin, vraiment, il y a une espèce de terrorisme US Tour dans tous les pays qui permettent à la Russie de contourner les sanctions. Tout le monde les envoie balader, enfin, ils n'ont plus les moyens de leur politique. Et je pense que l'Arabie Saoudite, plus avec la réconciliation avec l'Iran, avec la Chine comme maintenant partenaire principal pour ses exportations de pétrole, est en train de jouer une carte extrêmement intéressante. Et je crois que c'est une mauvaise nouvelle pour les Occidentaux. Je vais tenter une petite question
un petit peu, je dirais, plus personnelle. Comment ça se passe pour vous en Russie actuellement? Je vous pose cette question car on voit énormément j'appellerais ça juste des trolls sur Internet qui vous menacent. On l'a vu à l'annonce de votre dédicace. Est-ce que l'État français essaye de vous nuire? Est-ce que vous avez des persécutions? Et quel est votre quotidien tout simplement à la fois en France et à la fois en Russie? En France, oui. Ils ont fermé ma chaîne YouTube. Le déclencheur, c'était quand j'étais observateur du référendum dans le Donbass. Ils ont fermé mon compte en banque. Bon, ma vie est en Russie, donc ils ne peuvent pas me toucher en Russie. Vous savez, je donnais une interview il n'y a pas longtemps dans un média russe qui me disait « Monsieur Moreau, ce que vous faites, c'est extraordinaire, vous êtes un héros ». Je dis « Non, je ne suis pas un héros. Les héros, c'est ceux qui continuent à faire ce que je fais, mais en France. » Pour un père de famille, quand vous ne pouvez pas vous en prendre à sa femme et à ses enfants, c'est dur de le toucher, voilà. Et après, les gens qui menacent sur les réseaux sociaux, on sait très bien ce que c'est les Internet Warriors. Et je pense que celui qui veut me faire du mal ne menacera pas sur les réseaux sociaux. Ouais, il m'attendra en bas de chez moi, il me mettra un coup de baramine par derrière, ou je sais pas. Donc ça ne m'impressionne pas, ça m'est complètement égal. Et encore une fois, l'État français ne peut pas me toucher. Parce que ma famille est en Russie et la vie est belle. J'ai entendu dire qu'un nouveau livre était en préparation. Oui, en fait ce sera une espèce de continuation de mon précédent livre sur l'Ukraine, qui date déjà de 2015. Donc je vais décrire ce qui s'est passé, les mécanismes qui se sont mis en marche en 2015. La fin de mon livre en 2015, c'était que l'Ukraine pourrait se reconstruire autour du mythe soviétique de deux peuples frères, c'est le peuple ukrainien et le peuple russe, ce qui est un mythe qui est faux parce qu'en fait c'est pas deux peuples frères, c'est un même peuple. En dehors de l'extrême ouest de l'Ukraine, la Galicie, la Volhynie, où là c'est vraiment devenu un monde à part, ça fait 8 siècles qu'ils sont plus dans le monde russe, mais pour le reste en fait c'est tout à fait compatible. Et bon, j'étais ma conclusion en disant il faut maintenant revenir au mythe initial soviétique, c'est-à-dire deux peuples frères, etc. C'est pas ce qui a été fait. Au contraire, on a utilisé précisément les références de l'ouest de l'Ukraine, Bandera, Shushkevich, Melnik, pour essayer de faire de l'Ukraine une anti-Russie. Oui, tout à fait. J'apprends même qu'on débaptise des rues ouais, qui étaient au nom de personnages russes. Et qu'on crée de toutes pièces. Également, le calendrier orthodoxe oui. Est désaligné de celui de Russie pour venir sur celui un peu plus calqué sur le en fait, ça ressemble catholique. beaucoup à ce qu'ont fait les révolutionnaires après, au moment de la terreur, c'est-à-dire, et même un peu avant, c'est-à-dire on change tout, les dates, l'année, l'an 1, tout le monde se moque de Maître Guim, sur les pyramides, mais en fait, quand vous regardez les travaux des historiens soi-disant ukrainiens, c'est tous des maîtres Guim. Ils inventent une espèce d'histoire qui n'a jamais eu lieu, qui ne s'est jamais produite, pour essayer de donner un corps à cette espèce d'entité qui, de toute manière, va s'effondrer d'elle-même pour des raisons, cette fois, non seulement économiques, comme c'était le cas avant, mais également militaires. Vous croyez en la réconciliation entre l'Ukraine, ou le peuple ukrainien et le peuple russe ? Oui, je pense que de toute manière, là où les Russes ont mis leur administration, notamment Kherson, Zaporozhye, Lugansk et Donetsk, il n'y a même pas besoin de réconciliation, c'est simplement un retour à la patrie. L'Ukraine, c'est une entité, c'est le nom d'un territoire, c'est pas le nom d'une nation, donc il n'y a personne à réconcilier. En revanche, c'est vrai que Kiev a jeté des masses, des centaines de milliers de malheureux Ukrainiens dont sans doute des centaines de milliers sont morts ou ont été grièvement blessés. Et cela, évidemment, pour se reconstruire, ça va être compliqué. Mais je ne sais pas ce qui restera de l'Ukraine en plus. Est-ce que si l'Ukraine devient un État croupion sur le modèle des pays baltes, bon, la Russie n'aura rien à réconcilier. Voilà, le problème de la réconciliation ne se posera pas vraiment en fait. Une fois que la Russie aura récupéré ce qu'elle veut et obtenu ce qu'elle veut, bon. Mais ça se fera naturellement. C'est pas la première guerre civile dans la région. Hein. Juste après le traité de Brest-Litovsk, à la fin de la Première Guerre mondiale, il y a eu une grande guerre civile qui a duré 4 ans,
et ben, finalement les gens se sont réconciliés. Même nous, on s'est réconciliés après la Révolution, même s'il y en a qui ont toujours, on les voit toujours nous diriger, ont toujours une petite idée derrière la tête pour semer la guerre civile chez nous. La nature humaine est quand même plutôt bien faite, et donc ils finiront par se réconcilier. Et pensez-vous justement que l'OTAN va continuer à alimenter cette séparation, puisque désormais, je vois qu'ils versent à la fois de l'argent, des ressources, etc. Mais au bout d'un moment, les hommes et enfin, le matériel humain manque cruellement. De toute façon, la guerre ne peut pas être perpétuelle, même si elle dure, ou le conflit, ou appelez ça comme vous voulez. Mais néanmoins, sur place, il faudra... on manque d'hommes, tout simplement. Pensez-vous que l'OTAN serait assez fou pour envoyer, je ne sais pas, nos jeunes réservistes ou notre armée sur place? Je doute que les banlieues soient pro-ukrainiennes. Je pense pas non plus. Je pense pas qu'ils ont envie d'aller se battre pour Zelensky. Il faut voir que nous, qu'est-ce qu'on peut envoyer? On a une armée qui tient dans le Stade de France. Donc l'armée de terre, ça doit faire 100 000 hommes. C'est pas 100 000 combattants, c'est 100 000 hommes avec la logistique, etc. Donc pour l'instant, même si on décidait d'envoyer la totalité de notre armée, ça servirait pas à grand chose. Pareil pour l'Allemagne, qui de toute manière n'ira jamais se battre en Ukraine. L'Ukraine, en revanche, là vous avez raison, c'est que l'Ukraine a besoin de deux choses que l'OTAN ne peut pas lui donner, c'est des munitions et des hommes. Donc c'est pour ça que j'ai dit la Russie a gagné la guerre le 24 février. Et c'est à l'OTAN, puisque c'est l'OTAN qui décide, c'est-à-dire à Washington, de décider combien, quelle surface il restera à l'Ukraine, si tant est qu'il en reste, à la fin de cette opération. Si jamais ils avaient accepté les conditions russes dès le début, ils auraient perdu 30 000 km² du Donbass. Ils n'ont pas accepté, ils ont voulu continuer, ils ont perdu désormais 100 000 km². Ils vont sans doute perdre encore 150 000 km². Donc c'est un mauvais calcul. Enfin, pour Washington, ça a un sens parce que ça crée un rideau de fer entre la Russie et le reste de l'Europe. Mais je pense que quoi qu'il arrive, les états-majors ont déjà compris qui a gagné la guerre et qu'ils ne pourraient rien y faire. Donc, selon vous, c'est plié et c'est qu'une question de temps? C'est une question de temps. Je pense que s'il y a a priori de ce qu'on voit aujourd'hui, a priori l'offensive ukrainienne a commencé. Si les Ukrainiens réussissent et que c'est vraiment une grosse offensive où ils envoient les 9 divisions qu'ils ont préparées, et qu'ils ont un succès un peu significatif, du genre la prise de Melitopol par exemple, qui est la capitale actuelle de la région de Zaporozhye dirigée par les Russes, ça peut encourager les Occidentaux à aider davantage. Si jamais les Russes écrasent, et donc là ça nous repousse à la fin de la guerre à 2024, si jamais les Russes réussissent à écraser ces forces, ça peut au contraire accélérer la fin de la guerre. Mais ce que je pense, la stratégie qui pourrait être suivie par Washington, c'est de faire durer la guerre le plus longtemps possible, pour creuser ce fossé entre la Russie et le reste de l'Europe. Et donc je ne suis pas certain que les Ukrainiens envoient toutes leurs forces dans... Visiblement, là, ça fait 5 jours qu'ils essayent désespérément de percer les lignes de défense russes, qu'ils ne réussissent pas pour l'instant à faire. Finalement, pourquoi gaspiller ces forces alors que pour Washington, il vaut mieux que les Ukrainiens fassent comme ils ont fait à Bakhmout, c'est-à-dire ralentir, résister, quitte même à avoir des pertes colossales, pour retarder le plus longtemps possible la victoire de la Russie. Monsieur Moreau, merci beaucoup de nous avoir accordé un petit peu de votre temps, que je sais précieux. Et encore une fois, au nom d'Égalité et Réconciliation, merci à vous. À bientôt à Paris.